Public Sénat. Bonjour, j'ai invité cette semaine Jean-Pierre Azéma, historien, qui nous livre un album consacré à la vie de Jean Moulin, à l'occasion du 70e anniversaire de la mort de Jean Moulin, et Jean-Claude Carrière, qui nous livre, lui, ses conversations avec Jean-Jacques Rousseau. Jean-Pierre Azéma, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire. Oui. Oui, auteur, spécialiste d'une partie très particulière de notre histoire, qui est la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et là, vous préfacez un album qui est un très bel album sur Jean Moulin. Jean Moulin parce que nous sommes au 70e anniversaire de sa mort. Et donc c'est une occasion de visiter la vie de ce héros authentique, même si, comme toujours en France, par des biais ou d'autres, ici et là, à des moments différents, on a cherché malgré tout à écorner la légende. Alors ce qui est d'abord intéressant dans ce livre que vous préfacez, et qui est dû à deux personnes, Christine Levis-Touzé et Dominique Veillon, ce qui est d'abord intéressant, c'est que c'est un Jean Moulin méconnu que vous présentez. C'est un peu comment quelqu'un qui voulait avant toute chose être un artiste devient, sous la contrainte des événements et parce qu'il est habité au fond par un certain nombre de convictions, devient le héros que nous connaissons. Oui, vous avez fait un très bon résumé. Je ne vais pas vous faire ça le malek, mais c'est bien ainsi qu'il faut le prendre. Les personnes que vous citez, donc Marie-Christine et Dominique, sont des historiennes de métier. Oui. Bon. Et il se trouve que Christine Lévis-Touzé connaissait bien des cousines de Jean Moulin. Jean Moulin était très famille. Oui. C'était une famille assez liée. Et les cousines l'ont bien connu. Il y a eu des échanges de lettres. Ils ont récupéré un certain nombre d'objets, beaucoup de lettres en particulier. L'une de ses cousines vient de mourir. Et comme Christine Lévis-Touzé s'occupe beaucoup d'un musée qui est le musée Jean Moulin et le musée Maréchal Leclerc, elles ont songé donc à faire un legs en faveur donc de la ville de Paris et en faveur donc de ce musée. Donc on a récupéré des documents que nous ne connaissions pas, beaucoup de photos, beaucoup de lettres, et ça nous permet, enfin ça leur a permis de faire un détour, de revenir sur ce personnage. Bon, on connaît le chapeau, l'écharpe, le héros de la résistance et des Français libres. Hein, oui, on y reviendra parce qu'il y a une distinction. Oui, tout à fait, voilà. Bon, un monsieur, enfin je veux dire, qui s'est engagé, etc. Et c'est un monsieur qui était d'abord plutôt un conformiste, qui a fait une carrière scolaire médiocre, qui a commencé une petite carrière préfectorale, qui est devenu un grand préfet, c'est tout à fait vrai. Mais rien ne le prédisposait peut-être à devenir un héros. Pierre Vidal-Naquet donne une bonne formule. Qu'est-ce que c'est qu'un héros? C'est quelqu'un qui étonne et détonne. Hein, c'est très bien. Oui. Bon, bien dans un premier temps, Jean Moulin... Il n'étonne ni ne détonne. Voilà, absolument. tout à fait. Cela dit, il y a des documents émouvants dans cet album, notamment une rédaction. Ah oui. Parce que à la fois, ça renvoie à une partie de notre histoire. On voit comment étaient au fond formés les jeunes, comment les instituteurs ou les maîtres ou les professeurs corrigeaient ce qu'on leur demandait, ce qui leur était demandé comme, j'allais dire, exigence en matière de littérature ou d'autres. Et puis on voit l'esprit se former, en fait, dans ces documents. C'est ça qui Alors, il a eu une influence déterminante à ses égards. Son papa, Antonin, qui était plus qu'un maître d'école, qui était un professeur, mettons, de collège à l'heure actuelle, qui surveillait d'assez près
lorsqu'il n'était pas dans les meetings, quand il n'allait pas donc dans les loges maçonniques, surveillait d'assez près ce que faisait son fils. En fait, il avait 2 fils, mais l'un, son frère est mort. Et il n'était pas très satisfait de ce que faisait que le jeune Jean. Alors, il y avait qu'une chose que ce jeune Jean faisait très tôt, il caricaturait, il dessinait, ça l'amusait beaucoup. À partir de, je sais pas, 8-9 ans, il mettait ça dans la marche, etc. etc. Bon, alors son père disait peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire dans la vie que de faire quand même de la caricature et que l'orthographe, quand même, dans la vie, ça comptait beaucoup. Mais en même temps, après, on lui reconnaîtra un certain talent. Tout à fait. Et il croise d'ailleurs Max Jacob sur sa route. Et donc peut-être se rêvait-il, lui, en artiste consacré. Oui. Il était à la fois un peu conformiste, un peu sous l'influence de son père, ne serait-ce que politiquement, et il avait un jardin secret. Le jardin secret, c'était justement les caricatures qu'il a commencé à faire très tôt, qu'il a envoyé à toute une série de journaux, quelle que soit leur couleur politique. Il en a envoyé à Gringoire, qui n'était pas d'ultra-gauche personnifié. Et puis, c'est ce qu'il aurait voulu faire, qu'on appelle artiste. Son père lui a dit... Non, on verra plus tard, etc. Je connais bien le préfet qui va te prendre avec lui et tu feras une carrière de préfet. Voilà le point de départ. Alors il devient préfet, il est préfet au moment de la débâcle et donc là il y a un épisode où il, j'allais dire, prend conscience de la rencontre avec ce qu'est le nazisme et ce que sont les nazis. D'ailleurs il tente de se suicider puisqu'il s'oppose à ce que voudraient lui faire écrire des nazis sur des soldats français qui sont en fait d'origine sénégalaise. Simplement, vous dites à un moment, enfin dans cet album, il y a un moment une référence à une très brève période de son exercice du métier de préfet, où il est malgré tout préfet, entre guillemets, liberticide, parce que des textes liberticides sont pris par l'État, et avant qu'ils ne soient congédiés par l'État français et par Vichy, il y a ce court moment. Oui, alors sur les 2 points très rapidement, le 17 juin, donc, il va tenter de se suicider pour ne pas signer un texte qu'il considère comme déshonorant la Révolution, pour la République française. Il est resté à son poste comme préfet. Ouais. Bon, au milieu d'un bazar invraisemblable. L'Exode, il n'y a plus rien, l'évêque est parti, les pompiers sont partis, les croque-morts sont partis, enfin il n'y a plus personne, quoi. Et les boulangers sont fermés, donc il va gérer ça. Et il arrive deux petits nazis qui vont essayer de lui faire signer ce texte, qui vont le rouer de coups, qui vont le laisser totalement esquinté dans la loge donc de la concierge de la préfecture, en compagnie d'un Sénégalais, avec ce commentaire alléchant, puisque vous aimez tellement les nègres, vous allez pouvoir coucher avec un. Bon, et puis il a peur de céder. Voilà. Et donc il tente de se couper la carotide. Il survit, il approche l'autre rive, comme on dit. Et de cela, il va conserver 2 choses. L'un, c'est qu'il est capable de tenir bon. Voilà, il a fait la preuve. Il n'a pas fait une grande Première Guerre mondiale. Là, il fait la preuve devant lui qu'il tiendra. Premier point. Et puis, deuxième point, c'était un républicain du Midi, comme on disait. C'était donc un patriote, un jacobin. Et de jacobin, il devient anti-nazi. Et rapidement, avec cette parenthèse dont on va reparler, rapidement, il se dit qu'il faut trouver une solution. Alors, il y a sinon une zone d'ombre, il y a, disons, une période sur laquelle on peut se poser des questions, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il n'est révoqué qu'en novembre 1940, donc après l'installation de la Révolution nationale par Philippe Pétain, et il y a un certain nombre de lois qui sont prises à ce moment-là, en particulier contre les Juifs, et aussi les francs-maçons, etc., etc. Or, il ne bouge pas. Il aurait pu démissionner. Il préfère qu'on le démissionne, avec comme hypothèse qu'il était préfet, qu'il avait des administrés, que l'allemand n'était pas très correct avec un cas, comme on le dit. Des viols, des saccages, etc., etc. Donc, il est resté. Et d'autre part aussi, il a pensé que s'il démissionnait de manière un petit peu flamboyante, il serait surveillé par la police et il continuerait de l'être. Tandis que là, il devient simplement bien un gentleman farmer.
il prend simplement la précaution de prendre une vraie carte, une vraie fausse carte d'identité qu'on lui fait faire. Donc il a des petites idées en tête, malgré tout, et il choisit la solution qui pendant très très longtemps va bien fonctionner lorsqu'il va devenir clandestin, d'avoir une sorte de double... voilà, il est à la fois préfet et puis sait qu'il va... il préfère que ce soit eux qui le révoquent, et il a des idées, c'est lesquelles? Elles sont tout à fait remarquables parce que singulières. Il ira à Londres. Il ira à Londres. Il ira à Londres pour en revenir. Pour en revenir. Voilà, c'est ça qui est original chez lui. La singularité. Oui, voilà. fait, oui. Parce que beaucoup vont partir à Londres. Voilà. C'est pas les tripoter, mais enfin quand même, un certain nombre vont devenir français libres et ils vont militer à Londres. Lui, il veut revenir, il va revenir, il va à Londres parce qu'il a été très frappé quand il était au cabinet de Cotte par la défaite des républicains espagnols. Pour lui, ça a été déchirant. Et il pensait que c'était moins les franquistes qui avaient gagné que les républicains espagnols qui avaient perdu par leur dissension et parce qu'ils n'avaient pas été soutenus de l'extérieur. Donc il va aller à Londres pour demander un soutien de l'extérieur en apportant, parce qu'il est un préfet, un rapport, c'est-à-dire un rapport sur ce qu'est la France en 1941. Voir De Gaulle, il ne sait pas. Peut-être. Il a entendu parler. Les Anglais, oui, à coup sûr. Parce que les Anglais, eux, on les soutient. Donc, après, je passe, tribulation de Lisbonne, il arrive à Londres. Alors, les Anglais essayent, comme d'habitude, de l'accaparer, ne fonctionnent pas très bien, et il voit M. Charles de Gaulle le 25 octobre. Alors, 41. On n'a plus le temps de tout raconter parce que c'est une vie évidemment passionnante que vous connaissez évidemment par cœur grâce à cet album. Donc on revit tout cela. Après, il y a cet incroyable rôle qu'il joue et c'est lui qui fédère la résistance. Donc ça, c'est une œuvre assez extraordinaire. Il y a évidemment les conditions de son arrestation sur lesquelles vous avez une thèse bien arrêtée, ce qui est compliqué, hein, mais parce que vous désignez un traître, un coupable et un responsable. Et puis il y a ensuite ce que l'on sait, nous, de Jean Moulin à travers l'extraordinaire discours de Malraux lorsque, en 1964, Jean Moulin entre au Panthéon. Inégalé. Absolument. Inégalé. Et qui façonne au fond la figure du héros pour nous tous, quoi, pour les générations que nous sommes et celles qui suivent. D'autant que sur le Panthéon était apposée pratiquement pour la première fois la grande photo qu'avait prise son copain Marcel Bernard en novembre-décembre 1939, pas pendant la guerre, celle avec l'écharpe et le chapeau en majesté, voilà. Elle était, si j'ai bien compris, elle était très très grande, et maintenant elle est dans tous les manuels scolaires. C'est-à-dire que pour sa mémoire, surtout dans un siècle de comme le nôtre, c'est très très important. Qui connaît la figure, je sais pas, de Cavaillès, qui est un très grand résistant, de Bingen, qui est un très grand résistant. Peu de gens connaissent. Voilà, voilà, bon. Absolument. Moulin, toc, le chapeau. Alors, on fait toujours le contresens. Ah oui, voilà, il a une écharpe parce qu'il s'est entaillé la gorge et on a l'impression que... c'est plus tard. Oui, bien entendu. Et que tous les étés, il gardait... Alors, oui, tous les étés, quand un monsieur se baladait, se promenait à Lyon avec une écharpe en plein été à Lyon, que les polices quand même s'intéressaient à ceci et cela, il aurait été arrêté sur le champ. Il a une petite casquette, il avait une conne tout à fait dégagée, mais c'est une photo icône. Voilà. Donc icône et puis un peu un album en forme d'image d'Épinal, mais néanmoins passionnant, parce qu'en effet, encore une fois, on voit l'enfant, l'adolescent, le jeune homme, le jeune préfet, puis le résistant et in fine la légende grâce à cet album. Juste un mot, Jean-Pierre Azéma. J'ajoute que c'est un monsieur qui aimait la vie. On a l'impression, c'est le grand héros, aimait la vie. Vous voyez, c'était un monsieur, non seulement la peinture, il aimait les femmes. Il était aimé des femmes. C'était un mec, c'était un monsieur qui était, c'est un charmeur. Il savait qu'il avait du charme. Et en tout cas, c'est un héros authentique. Mais juste un mot avant de vous quitter, parce que on pourrait faire un petit jeu aujourd'hui, là, dans le moment que nous vivons, parce que les uns nous disent on est en 1788, mais les autres nous disent on est en ceci, en cela. Il y a un hebdomadaire qui se permet de titrer La Débâcle, alors que la débâcle, la vraie, on la voit dans ce livre.
Pour vous, est-ce qu'il y a une quelconque similitude dans ce que nous vivons là avec les années 30 que vous connaissez évidemment, par le regard de l'historien? Nous, notre époque maintenant? Oui, maintenant, là, aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on entend dire le plus souvent. Oui, il y a une analyse de Pascal Horry, qui est un historien, qui est de nos amis. Oui, enfin, non. Plutôt non. Plutôt non, je veux dire, c'est plutôt non. Bon, il y a les mêmes ingrédients, hein. Il y a une crise économique, bon, oui. Bah, on se l'occupe quand même un peu plus que dans les années 30. Il y a une crise sociale évidente, mais c'est beaucoup moins violent que les occupations d'usines en 36-37, enfin, la guerre sociale qui était déclarée. Il n'y a pas de crise de type national, c'est-à-dire Munich. Le partage des Français entre munichois et anti-munichois qui commandent les attitudes durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il manque un des 3 ingrédients de la crise de la fin des années 30. Quand il en manque un, on ne peut pas dire qu'il y a similitude. Merci Jean-Pierre Azéma. Jean-Claude Carrière, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Alors, votre curiosité est sans limite, et donc votre parcours en témoigne. Cinéma, théâtre, on va y revenir, roman, etc. Parce qu'à un âge donné, vous avez décidé de vivre de votre plume. Oui. J'ai réussi. Absolument, ce qui est un exploit. Et vous continuez, parce que là, vous nous revenez avec des conversations avec Jean-Jacques Rousseau, édité chez Plon. Et donc, vous remettez Jean-Jacques Rousseau, au fond, en situation. C'est-à-dire, vous le confrontez, au fond, avec ce qui s'est passé depuis tout ce qu'il a écrit. Beaucoup de choses à lui apprendre, voilà. qu'il ne sait pas, et en même temps, lui a des choses à nous dire. Oui. C'est un dialogue où la règle était que toutes les phrases qui lui sont attribuées, il les a vraiment écrites, mot pour mot, à la virgule près. Donc je n'avais pas la possibilité, je ne m'étais pas donné la possibilité de faire parler, de lui écrire un dialogue. Voilà. Je me suis servi de... En revanche, évidemment, mes phrases préparent ses réponses. Il y a quand même un plan dans le livre. Alors, on a oublié ce qu'a été l'importance dans son époque de Rousseau, qui était évidemment confronté à Voltaire. Et d'ailleurs, il y a une bibliothèque à Saint-Pétersbourg de Voltaire, des livres que possédait Voltaire, dans lesquels il y a des livres de Rousseau qui sont annotés par Voltaire d'une façon extraordinairement injurieuse, virulente. Donc, Oui, Rousseau disait lui-même à propos de Voltaire qu'il l'empêchait de dormir, que Rousseau empêchait Voltaire de dormir. Pourquoi ont-ils été tellement opposés? Ils sont tous les deux considérés comme des philosophes, entre guillemets, avec Diderot, d'Alembert et d'autres, probablement parce que Voltaire a été un homme très glorieux, très encensé, couronné même à la Comédie Française de son vivant, et Rousseau a été, comme il le dit lui-même, un loup-garou, un excentrique, un hurluberlu, tous ces noms il les emploie, un énergumène. J'ai l'impression, quand je relis cela, j'ai passé tout l'été dernier avec lui, qu'il était comme quelqu'un que l'histoire a jeté au hasard dans un siècle, et qui a débarqué là avec un regard que personne d'autre n'avait. Parce que Rousseau est notre premier, ce que n'est pas Voltaire, est notre premier écrivain prolétaire. Ça, c'est très important. Il est fils d'ouvrier. Il n'a pas d'éducation primaire. Il sera un autodidacte. Et à diverses périodes de sa vie, il va apprendre, il va lire beaucoup, apprendre à écrire aussi, ce que Voltaire n'est pas. Tous les philosophes sont d'une bonne société. Voltaire est un lettré, comme on dit. Bien sûr. Donc, ce côté étrange, personnage extravagant, jeté dans ce siècle, le rend très surprenant, très irritant par moments, et aussi très attachant. Et on comprend très bien qu'il ait irrité certains de ses contemporains. Et sa postérité est de longue portée. Beaucoup plus longue que celle de Voltaire. On ne lit plus Voltaire aujourd'hui, sauf quelques contes, mais tandis que le monde entier lit et relit Rousseau. Ça, c'est extraordinaire, c'est vrai. On peut le relier à 2 grandes révolutions, finalement. La Révolution française, mais dont nous n'avons tendance peut-être à retenir que les mauvais côtés, qui ont été, comment dire, glorifiés d'une certaine façon, c'est Robespierre, mais il y a aussi la Révolution américaine, qui, elle, a accouché d'un système authentiquement démocratique. Oui, et est très inspirée de Rousseau, au point que les femmes américaines des années 1780 lisaient toutes les 1000 de Rousseau et allaitaient leurs enfants, les démaillotaient, suivant les préceptes de ce Suisse, parce qu'il n'était même pas français. Alors ce sont ses préceptes, mais lui-même a été épouvantable, puisqu'il a abandonné ses 5 enfants. Oui, alors ça, c'est un homme aux contradictions hallucinantes, c'est-à-dire qu'il écrit le grand manuel de l'éducation
contre lequel on va s'élever, mais qu'on va souvent adapter et adorer, les 1000 ou de l'éducation, et il a 5 enfants qu'il abandonne à l'assistance publique. C'était assez fréquent à l'époque, hein. On s'en scandalise beaucoup aujourd'hui, et c'est une chose qui lui a été 1000 fois reprochée, y compris par Voltaire et par beaucoup d'autres. Il est un homme totalement dépourvu de formation politique. Il a été pendant 18 mois secrétaire d'ambassade vaguement à Venise. Et il écrit du contrat social qui, comme vous le suggériez, est la base même de toutes les révolutions qui vont suivre. Du contrat social, c'est un petit livre, mais c'est un manuel qui établit pour la première fois ce que Rousseau mentionne et écrit, la souveraineté du peuple. Il y a un souverain et un peuple, il renverse ça, il met le peuple souverain s'avance, hein, c'est un champ révolutionnaire, ce qui va faire de ce livre paradoxal, presque impossible à appliquer, le manuel qui va servir à tant de révolutionnaires. C'est toutes ces minuscules et énormes, quelquefois, contradictions qui le font très, très, très vivant. Alors vous-même, vous parlez avec lui, donc, et dans ses réponses, évidemment, elles sont toutes puisées dans son œuvre, dont vous conclurez d'ailleurs qu'au fond, vous êtes assez peu d'accord, in fine, avec lui. Pratiquement pas, oui. Voilà. Mais vous vous confrontez avec les grands thèmes de son œuvre, notamment celui des libertés. Celui de la liberté. Alors, qu'est-ce qui... Alors, la grande phrase de Rousseau, qui ouvre le deuxième paragraphe du contrat social, c'est « L'homme né libre et partout il est dans les fers ». Cette phrase a résonné dans le monde entier comme un coup de canon. Il faut dire, la phrase est extraordinairement bien construite, mais elle est fausse. Parce que l'homme ne naît pas libre, c'est ce que je lui ai dit. Un petit bébé n'est pas libre du tout. Il naît prisonnier de son milieu, de sa famille, de sa langue. Il dépend pour sa survie de tout son entourage. Sa classe sociale. Et partout il est dans les fers, c'est pas vrai non plus. Ni vous ni moi ne sommes dans les fers. Ou que nous sachions. Et autour de nous, nous voyons un certain nombre de sociétés, déjà de son temps, certaines classes sociales en tout cas, qui jouissaient d'une véritable liberté d'action et de pensée. Donc la phrase est fausse, mais tellement retentissante qu'elle a inspiré à peu près toutes les révolutions qui ont suivi, tous les mouvements sociaux et politiques qui ont suivi. Et on lui a souvent reproché, et on lui reproche encore, nos philosophes d'aujourd'hui par exemple, d'avoir donné naissance à des systèmes autoritaires et oppressifs, en particulier les systèmes soviétiques, qui ont, au nom de la liberté, supprimé la liberté. Au nom de la liberté sociale, supprimé la liberté individuelle. Oui, parce qu'à partir de sa réflexion sur l'homme, vient l'idée qu'il faut, au fond, corriger l'homme, malgré tout. Sa réflexion sur l'homme part aussi d'une idée totalement fausse, à mon sens, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il existe un homme naturel qui est bon. Alors, cet homme naturel, il l'a rêvé, et nous savons aujourd'hui, par tous les travaux des ethnologues et anthropologues qui se sont succédés, qu'il n'y a pas d'homme naturel. Que toutes les sociétés, même celles que nous appelons les plus primitives aujourd'hui, obéissent à des lois, à des règlements extrêmement précis. Pour les aborigènes d'Australie, Lévi-Strauss disait qu'il faudrait les mathématiques les plus modernes pour comprendre les règles de mariage internes à cette société. Donc l'homme naturel, qu'il voyait bon, et perverti par la société, c'est sa grande idée, c'est le grand cliché, c'est le cliché Rousseau numéro 1, celui-là. Cette idée-là a volé un éclat. Mais elle a joué un grand rôle dans l'idée que la société prive l'homme de ses libertés qui sont... Bon, l'homme né libre, ça veut dire qu'il a le droit à la liberté. Ça ne veut pas dire qu'il est né... Je caricature un peu Rousseau, et s'il était là, à votre place, il me reprendrait violemment. Mais c'est vrai que c'est l'homme né libre en principe. En principe, sa liberté ne dépend plus d'un Dieu, ne dépend plus d'une religion, ne dépend plus d'une prédestination, mais ses gestes et ses pensées sont libres. C'est ce qu'il veut dire. À la confrontation de toutes ces idées est intéressante chez vous, parce que vous connaissez bien l'Inde, qui est une société justement extrêmement hiérarchisée. Qui, malgré les lois aujourd'hui qui ont supprimé les différenciations de classe, de caste, comme pour employer un mot portugais. Hein, caste est un mot que les Indiens rejettent. Mais c'est vrai que là, jusqu'à une époque récente, ce n'est plus le cas maintenant, quand on naissait à un certain niveau social en Inde, on y restait. C'était même son dharma, c'était même son devoir. Alors, que Rousseau s'élève contre ça, on ne peut que l'applaudir, bien sûr. Il s'est lancé avec
Alors, il y a des points, on peut passer rapidement, mais évidemment, sur le théâtre, je ne peux pas être d'accord avec lui. Quand il condamne le théâtre, comme d'autres l'ont fait avant lui, comme pervertissant les mœurs, et il s'oppose à l'ouverture d'un théâtre à Genève. Alors, je lui fais remarquer qu'aujourd'hui, à Genève, il y a 2 ou 3 théâtres qui marchent très bien, et de grande qualité, et que ça ne trouble en rien la vie de la ville. Donc, il y a des choses comme ça sur lesquelles on ne peut pas se mettre d'accord. Certains ont même le droit d'adapter des textes de Rousseau. Le théâtre, vous-même, ça renvoie à une partie de votre vie, parce que vous avez travaillé assez longtemps avec Peter Brook. 34 ans. Oui. Et donc, parce qu'en dehors de votre œuvre propre, il y a ce que vous avez apporté, soit Peter Brook théâtre, à travers une œuvre indienne, le Mahabharata, un texte sacré. Oui, que je récite maintenant, que je raconte maintenant sur scène, parce que ça a été un très long travail qui a duré 11 ans. C'est une épopée gigantesque indienne que nous avons adaptée au théâtre, au cinéma, à la télévision. Et puis cinéma, vous avez beaucoup compté alors pour Buñuel. Louis Buñuel. Buñuel, oui, bien sûr. Vous avez été le scénariste sur non. J'ai commencé avec Pierre Etex et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui ces films. Enfin, nous avons récupéré les droits de nos films et ces films sortent partout dans le monde. Etex a fait plusieurs fois le tour du monde. Il y a une sélection de nos courts-métrages qui sortent en salle en ce moment en France avec un Buster Keaton et un Chaplin. Ce qui, pour nous, ce sont nos maîtres. Quoi. Être à leur côté dans une programmation, c'est magnifique. Et puis, c'était en même temps une période, Buñuel était tellement créatif, mais vous y étiez pour quelque chose. Peut-être un peu. Enfin, j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de rentrer dans son... On travaillé 20 ans ensemble. On fait 6 films. Et il y a une réflexion qui m'a intéressé dans vos propres écrits ou vos propres pensées, et qui renvoie à ces conversations au fond avec Rousseau, où vous dites, alors je ne sais pas si vous le dites avec résignation, mais vous dites au fond, la croyance l'emporte toujours sur la connaissance. Elle est en train de l'emporter. Alors que Rousseau et toute cette période-là, c'est une période où on essaye justement à travers la connaissance de faire reculer les croyances. C'est le siècle des Lumières. Quel que soit ces mauvais rapports. Portez vous-même aujourd'hui, c'est de dire non, la croyance l'emporte toujours. Quels que soient les mauvais rapports que Rousseau ait entretenus avec les philosophes, ils sont tous d'accord sur le rôle de la raison et de l'intelligence humaine. Que maintenant, il faut en finir avec les superstitions du passé et que on en arrive à faire des lois faites par les hommes pour les hommes, qui ne viennent pas d'un soi-disant Dieu ou d'un roi. Mais cette attitude-là, qui est celle de la connaissance, du savoir, développement de la science, etc., on a cru pendant 2 siècles qu'elle allait effacer les superstitions, justement, les croyances. Pas du tout. L'obscurité marchait à nos côtés, au même pas que les Lumières. Et peut-être même quelquefois plus vite. Quand je travaille avec des scientifiques qui parlent toujours de la vitesse de la lumière, je leur demande quelquefois la vitesse de l'obscurité. Ah, ils me disent, elle est au moins égale. Et on voit aujourd'hui partout dans le monde un renouveau des croyances les plus absurdes. Et des fondamentalismes dans leur version la plus limitée, on peut dire la plus étroite. C'est-à-dire que tout est dans un livre, par exemple, quel que soit ce livre, il y en a beaucoup. On voit, pour parler des États-Unis encore, à quel point les sectes se développent de plus en plus petites. D'ailleurs, quelquefois, c'est 500 personnes qui se réunissent et qui disent « nous avons raison et tous les autres ont tort ». Ça, c'est une des choses qui m'inquiète le plus dans le monde aujourd'hui, parce que je vois en même temps que les études, partout dans le monde, aussi bien aux États-Unis qu'ici, les étudiants se dirigent de moins en moins vers les sciences. Les sciences appellent de moins en moins les vocations des jeunes gens, alors que c'est bien dommage, parce que la science est loin d'avoir tout découvert. Et les scientifiques sont les premiers à le dire. D'ailleurs, ils ne s'appellent plus des scientifiques, ils s'appellent des chercheurs. C'est tout à fait autre chose. En tout cas, si on veut essayer de continuer de se situer du côté de la connaissance, donc il y a Rousseau et ces conversations donc entre vous-même et Jean-Jacques Rousseau, édité chez Plomb. Merci Jean-Claude Carrière. Et pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Jean-Pierre Azéma et de Jean-Claude Carrière, vous avez évidemment rendez-vous à tout moment sur publicsénat.fr.